Mesdames, et messieurs, bonsoir. Bienvenue à nos invités du CCF Tlemcen. وانتم الأحباب السلام عليكم. مرحبا بكم في هذه القعدة في هذه السهرة مع الأحباب اللي جاوا زارونا. كما قال الشيخ بلال سيدي بومدين الله يرحمه الأندلسي اللي زاد في إشبيلية وجا سكن هنا مدينة تلمسان اللي كانت شابة وجميلة. كانت لا كابيتال تاع زياني بوندون 6 سيكل وهي بلاد الجيلان وكانت عاصمة زيانية. واليوم كما قال الشيخ سيدي بومدين أحب لقاء الأحباب في كل ساعة، إن لقاء الأحباب فيه منافع. اليوم إن شاء الله نتنفعوا بهذا الحضور، الفن والثقافة والعلم. نفتحوا هذا اللقاء العلمي بمديح ديني تاع الشيخ سيدي بومدين الله يرحمه. سمحوا لي ان سكوند. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطروا. الله الله لا إله إلا الله مولانا. الله الله لا إله إلا الله راحتي وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أزهروا. الله الله لا إله إلا الله مولانا. الله الله لا إله إلا الله راحتي ونوركم يهتدي سري لرؤيته كأنكم في ظلام الليل أقمروا. الله الله لا إله إلا الله مولانا. الله الله لا إله إلا الله راحتي. هذا الشعر صحيته شعر تاع سيدي بومدين شعيب. عندكم سمعتوه؟ عندكم كأنكم في عيون الناس أزهروا. شو هذا ونوركم يهتدي سري لرؤيته كأنكم في ظلام الليل أقمروا. ثم كبر بكم سيدي بومدين كي جا لهنا مدينة تلمسان شعر على التلمسانيين. هذا هو الشعر اللي خرجوا على مدينة تلمسان وعلى الناس هذه كانوا بكري علماء وكانوا فنيين، كان عندهم كامل، كانوا يخدموا كامل الصنايع. كانت تلمسان في 13 14 سيكل 15 سيكل كانت عندها 500 صنعة وكانت اكسبورتي ما تامبورتيش، كانت امبورتي هي الذهب والديامون. نخليكم الآن مع الموسيقي حليم لايبي ومع كريم العمار ان شاء الله يسهلنا. لا تقول المغني غني اي حليم عليك لونتير.
زيدنا تحية أخرى للشيخ عباس، أعطونا تحية يا سيدي. مرحبا بنا عنكم، مرحبا بكم عنكم. يا ناس بعضنا سميل رضا الله يا نزلنا مع الحبيب المغيرة Chère assistance, vous êtes les très bienvenus parmi nous aujourd'hui.
durant cet après-midi culturel. Enfants de Tlemcen, amoureux de la ville, l'honneur est pour nous que vous seriez bien servis des trois environnements artistiques, peinture, musique et littérature, tous injectés dans la valeur médina de Tlemcen. Autour du roman La mer morte de Madame Hind El Oujdi. La première partie de l'événement aura pour thème Spiritualité de Tlemcen, rappel du docteur Abou Bakr par un broadcast qu'il mettra en avant, et dans la continuité, lecture poétique et narrative de Madame El Oujdi. Chers spectateurs, nous souhaitons que cet événement vous sera agréable, riche en sens. Et nous œuvrons à ce que ce soit une fête pour nous aujourd'hui. S'en suivra joyeusement un air musical andalou qui sera présenté par Halim Orchestra. Salut tout le monde. Voilà, je pense que vous demandez pourquoi ce thème, la spiritualité à Tlemcen. Pourquoi ce sujet, pourquoi ce thème? Alors, tout simplement parce qu'un ensemble de questions ne cesse d'être posées chez nos confrères des Occidentaux sur leur sur leur curiosité et leurs questions incessantes posées depuis des années sur la nature profonde de l'islam. Quelle est sa nature? C'est quoi l'islam? Et comment il est conçu? Parce qu'ils en ont l'impression qu'il y en a plusieurs islam. Il n'y en a pas un seul. Effectivement, il y en a un seul islam, mais plusieurs conceptions de l'islam, plusieurs façons de vivre sont l'islam. Et nous, ici à Tlemcen, nous souhaitons du moins expliquer comment que cette spiritualité a été vécue et depuis le Moyen-Âge, depuis le Moyen-Âge. Alors, c'était un islam de confrérie comme on dit actuellement, Zawiya. Mais pas seulement un islam de confrérie. C'était aussi un islam qui ressemble exactement à ce que nous enseignons actuellement dans les universités comme celle de Kharrouba, c'est-à-dire avec des modules et la jurisprudence de l'islam. Mais maintenant, quelle est la genèse? Comment que cet islam a été vécu au début sous cette forme? Parce qu'il faut dire que tout cela, c'est, moi je le dis ici en Algérie, avant 77. Après 77, il y a eu autre chose. Nous en avons expliqué quand même. Mais la nôtre, avait une genèse. Cette genèse commence directement dans les 2 premiers siècles du décès du prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui. Des descendants de la famille chérifienne, c'est-à-dire de la famille directe du prophète, ont été persécutés dans le Moyen-Orient. Donc, ils ont été contraints d'émigrer dans le nord de l'Afrique. En émigrant dans le nord de l'Afrique, ils ont fait contact avec ces peuples du nord de l'Afrique. Bon, il y avait des Arabes qui les ont précédés avant. Attention, ce n'était pas que des Berbères dans le nord de l'Afrique. Parce que ça, c'est une nuance, il y avait même des Juifs avant. Et bon, bien entendu, les Berbères et d'autres races africaines qui vivaient ici. Peut-être qu'elles ne sont pas nombreuses actuellement, mais quand même, il y avait des Noirs. Alors, les habitants de cette contrée-là, de tout le Maghreb arabe, ont constaté que ces gens-là possédaient quelque chose. Alors, ils les ont côtoyés, ils les ont choisis. Et parmi les premières tribus qui ont le plus protégé ces gens-là, parce que, attention, ils n'étaient qu'un moustadrafin, comme on dit en langue arabe, ils n'étaient pas nombreux. C'était les tribus de Hmiyen. Et ils ont eu ce nom-là à cause du fait qu'ils ont protégé ces gens-là. Donc, on les appelait les Hmiyen, parce qu'ils étaient minoritaires. Et pourquoi ils les ont protégés? Pourquoi ils les ont conservés? Pourquoi? Parce que tout simplement, ils possédaient ce qu'on appelle des dons. Des dons, pour nous, avec tout le respect que j'ai pour les agnostiques qui sont présents parmi nous, pour les séculaires et pour tous ceux qui ne croient pas, du moins pour ceux qui sont cartésiens, bon, je suppose qu'ils existent parmi nous, ils avaient ce qu'on appelle karamat.
un pouvoir de guérir le malade, un pouvoir d'écriture aussi, et un pouvoir de créer une certaine jurisprudence et une certaine, bon, enfin, si le terme est juste, justice entre les belligérants et entre tous les protagonistes. Et ça a réussi. Toute cette pratique-là a réussi. Et elle a été entretenue, tous ces gens ont été entretenus, et ça donne les catapultes que nous en avons actuellement, c'est-à-dire les dons de Goubet, Loulia au Samhin. Alors, à l'origine, c'était ces gens-là. Ils étaient sérieusement, attention, parce que beaucoup de gens remettent en cause est-ce qu'ils sont vraiment descendants du prophète. Parce que les gens commencent à se dire ce prophète-là, combien il a eu d'enfants? Il a eu des filles, d'accord. Et sa descendance a été par le quatrième calife de l'islam, savoir Ali Karamallahu Wajha et Fatima. Mais quand même, cela relève de l'œuvre des anthropologues que nous avons consultés, ils ont prouvé que c'est à tort que nous remettons en cause un ensemble de familles qui sont chérifiennes réellement et qui sont étalées sur tout le nord de tout le nord de l'Afrique. Elles sont en Libye, en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Et par nature, cet être humain dans ce nord africain, pourquoi il a opté pour un islam de ce genre-là? Parce que tout simplement l'homme est pragmatique. Il en a trouvé un intérêt chez ses descendants du prophète. Il a trouvé un intérêt. Alors, leur pratique religieuse dépassait ce qu'on pense, nous. Parce que les gens pensent que ce n'était que des litanies dites à l'éloge du prophète Mahomet, ou plutôt des prosternations, des invocations de Dieu. Non, c'était plus. Les confréries faisaient... parce que, attention, si je vais reposer mes arguments sur les écrits des Arabes, on va m'accuser. Alors, il y en a l'historienne française Yvonne Turin qui a tant expliqué dans son livre Affrontement culturel dans l'Algérie coloniale, la nature de ces confréries, ce qu'elles faisaient et quel était leur intérêt. Alors, c'était de véritables administrations, hein, je dis bien administration, ça regroupait. Alors, l'école, la jurisprudence, et en quelque sorte ce qu'on appelle actuellement les restos du cœur, parce que c'était des endroits où on pouvait passer la nuit pour tous ceux qui sont de passage et pour les malheureux, et aussi la collecte des fonds. Alors, il faut dire que dans ce Moyen-Âge, il n'y avait pas de mendiants dans le nord de l'Afrique. Bon, ça, c'est selon pas mal d'historiens, à cause de l'existence de ces confréries qui s'étendaient jusqu'au, je dis bien, l'actuel Knetsa. Alors, maintenant, cette spiritualité, comment on va aussi l'expliquer à l'arrivée des Ottomans? À l'arrivée des Ottomans, les Ottomans étaient des Hanifites, et nous étions des Malikites. Et les Ottomans n'ont pas essayé de changer l'obédience des Nord-Africains. Ils l'ont laissé. Par contre, le plus important était à l'arrivée des Français. Quand les Français se sont installés, ont conquis l'Algérie, eux-mêmes ont laissé travailler ces confréries. Il n'y a pas eu d'affrontement culturel. Il n'y était pas. Et cet islam était un islam de pacifisme et un islam de paix. Alors, maintenant, je passe au deuxième thème de mon exposé. Je souhaite agrémenter cela par une conférence qui a été donnée il y a quelques années par M. Ben Osman. C'était il y a 4 ans ou 5 ans, où il a cité le nom de 2 hommes qui ont tant apporté pour l'Afrique subsaharienne l'enseignement et cette spiritualité qui a été à Tlemcen, à savoir M. Mohamed Merzouk et M. Ali Chebch. Bon, je ne vais pas refaire la conférence de M. Osman parce qu'il s'est très très bien étalé sur le sujet, mais néanmoins, je vais dire que ces gens-là, en enseignant, bon, c'était des gens de la Zawiya de Benillis, en enseignant l'histoire, toute cette histoire que je suis en train de dire en bref, en abrégé, vu le problème de temps,
parce que dans chaque point je peux encore m'étaler de plus en plus, ont été punis et en quelque sorte exilés par l'administration française de l'époque. C'était en 1904. Il s'agit de M. Mohamed Merzouk et de Ali Chaouch. Et leur exil était au Mali. Et voyez-vous, au Mali, ils ont été très très bien reçus, où ils ont porté tout cet enseignement de cette spiritualité de Tlemcen. Et ils sont allés jusqu'à ce que les Maliens ont marié ces deux messieurs-là, à savoir que M. Mohamed Merzouk a eu l'honneur de se marier avec la fille de l'ancien roi du Mali. Et ce Mohamed Merzouk a été à l'origine par la suite, après son retour à Tlemcen, à l'instauration de Dar Hadith. Donc, grosso modo, le sujet est très très vaste, nous ne pouvons nous étaler sur, mais toutefois, c'est pour dire que c'est un islam de paix, c'est un islam de tolérance qui a existé ici à Tlemcen et dont nous constatons jusqu'à ce temps-là son influence. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Ravi que vous soyez parmi nous ce soir pendant cet après-midi culturel qui compte 3 environnements artistiques, musique, peinture et sculpture et littérature. Je remercie vivement les 2 directeurs qui nous ont ouvert les portes du palais, M. Beraoui et M. Meraoui et M. El Moutfla nous avoir ouvert l'espace pour nous exprimer pendant cet après-midi. On espère que vous seriez bien servis par nous. Ainsi que je remercie le staff technique et administratif de nous avoir aidés et beaucoup épaulés. Je me suis octroyé cette habitude, celle de rendre hommage à l'espace et au nom de l'espace, à Klikelim Dali, fut-il homme qui eut à exporter merveilleusement la culture de Tlemcen dans un autre ailleurs. Et c'est grâce à lui que Tlemcen est très présente culturellement dans la région algéroise. Et après avoir défié la misère et l'exclusion dans sa terre natale. Ainsi, grâce à une justice divine, son nom porte aujourd'hui la beauté, notamment le nom de cet espace, un joyau architectural et des compositions musicales très fabuleuses. Je voudrais souligner aussi que le roman La mer Mort est un support que nous avons décidé de superposer à la cause Médina. Alors, croyez-moi que faire renaître Tlemcen de ses centres, c'est aussi nous faire revivre avec un plus d'âme, nous tous les Tlemceniens. Et dans la continuité du thème qu'avait abordé M. Aboubakr, je fais à mon tour un appel à renouer avec cette spiritualité saine, corollaire originelle de tout être hors du contexte religieux. Et je respecte beaucoup toutes les croyances et je fais appel à ce que l'on soit plus connecté à la beauté, au ciel et aux énergies positives. Je serai contente de vous faire certaines lectures narratives qui sont dans le thème de la Médina. Le premier thème révèle la cause Médina, et plutôt le premier passage révèle la cause Médina, et le deuxième passage, c'est une description du marié dans son passage, le marié cavalier dans son passage dans un derbe de la Médina. Alors, Médina de Tlemcen, faisons d'elle notre cause, pour toujours. Faisons de ces rides, fissures des murs une beauté, à la caresse du gypse, ces segments de maturité.
Ces segments de maturité, sublimés cite un vers de Nila, contre les mauvais esprits, aussi insectes soient-elles, tatouant ces murs d'orfèvre illisibles, des lettres entraînant une sensualité, de l'encre qui coulait jadis sur un vieux papier, et des formes imprécises du calligraphe patenté. Estampillé slogan renvoie-t-il au monde caché, étonnant et oublié, quand j'irai chercher une vraie Tlemcen chez ce sociologue mauresque, coloris, arabe ou berbère, peu importe qui a fait sa silhouette architecturale. Labyrinthe, là où il fait bon vivre, passage savamment ventilé, puis de lumière et des portes sagement positionnées. Entendant le temps, les bruit, quand elle se faisait si élégante. Je parle toujours de la Médina, comme une femme. Entendant le temps, les bruit, quand elle se faisait si élégante. En plus des rires démesurés de ses filles, dans leur périple à s'habiller en kaftan et lilas, et que ses fils porteraient à jamais à ces merveilles la chéchia du rouge et du doré, du rouge et d'or partout sur cette reine, qu'elle devrait l'être pour toujours, bas dans les âges des millénaires que de titres de noblesse. Et le deuxième passage aura pour sujet la rentrée, le cavalier marié dans l'un des derbes de la Médina. Le marié tlemcenien arrivait vers minuit, sur son cheval arabesque, sous le tintamarre des trompettes et des flûtes, réverbérant une rime andalouse. Antienne pousse cette intrépitation rutilante du cheval, dont la crinière allait dans tous les sens, crayonnant à contre-mouvement du cavalier, des colliers absents à la dérobée d'un sourire épatant. Encore, s'en était suivi un déchaînement de l'étalon, désorienté par la maladresse du cavalier, quand les tambours réitérèrent des incantations d'un chant différent, religieux et plus retentissant, plus le bruit des claquements des pas des invités marcheurs depuis Derb Hlawa vers Sidi Yibdoun. Dernière phase que tous jurent crier ensemble, intensément, avant et puis marquer la rentrée du marié. Et enfin, le retour des cris, à ces cris et les appels d'âme. Le burnous beige en laine du marié agité ou danseur spectaculaire. Marié agité ou danseur spectaculaire, cavalier dans son périple des jambes levées, mais certainement, malgré tout le monde, et heureusement que sa visée fut bonne. Que lui, étrangement étonné par cette grande symbolique entre les mains, s'accommoda les grimaces d'ingénu, étonné, malgré l'air posé qu'il entretenait depuis le début de la cérémonie. Aussi, la phrase mythique tant sera-t-elle répétée. À jamais, il n'eut pas l'air content, angoissé peut-être vêtu de perdre sa liberté. Vive le prochain marié! Et après que sa sœur fut montée sur un tabouret pour arriver à la hauteur du cavalier, habillée en aftan, elle secouait un mouchoir blanc, dansant sur les vociférants des trompettes, pour enfin lui essuyer le visage, que portée allusive du retranchement de la timidité à bon souhait quand sa mission fut bien remplie. Sa mère la remplaça immédiatement pour l'embrasser et ensuite pleurer sur son épaule. Ils se donnèrent follement à un couplet de hic et de renflements bizarres. Alors, merci de m'avoir écouté et maintenant je cède l'expression à l'orchestre Alice Orchestre.
يا ضوء عيالي يا اليمن زرت الجنحان إذا كنت لا أراكم بالعيون فإني أراكم بنور القلوب. يا ضوء عيالي c'est la lumière de mes yeux. This is the light of my eyes. نحن جد مسرورين. On est très ravis, très heureux d'être parmi cette très belle assistance. أعطونا تحية لكم. والله لكم وحدة يا أهل الإنسان بالله دركم. Et je suis de retour, j'espère que je suis à votre hauteur. Merci beaucoup, merci beaucoup. La deuxième partie aura pour thème
Tlemcen Principauté, découvrons merveilleusement l'ensemble avec un broadcast du docteur Abou Bakr qui nous fera raconter, lui déjà engagé dans l'écriture, auteur du roman Des origines et des sentiments, et dans ce spectre, lecture narrative de Madame El-Oujdi, La Belle aux Derbes dormants, qu'elle nous la fera rêver. Et une dernière parenthèse musicale fera notre bonheur déjà, offerte par les membres de Halim's Orchestra. Alors, tout ce travail est fait en quelque sorte pour valoriser Tlemcen. Bon, il va se faire des mêmes méthodes par lesquelles on va valoriser quelconque ville, mais pour nous, à Tlemcen, il me semble que nous en avons plus de support. C'est-à-dire qu'il y a plus d'anecdotes, plus de livres sur Tlemcen, plus d'histoires, plus d'incidents, plus d'événements. Seulement, ils n'ont pas été collectés. Et à chaque fois que... Bon, je ne suis pas un grand écrivain, mais à chaque fois, les gens me posent la question, comment vous écrivez? Comment on peut écrire? Alors, pour écrire, il ne s'agit pas d'en avoir, c'est-à-dire l'intellect, mais il s'agit d'en avoir juste l'idée et un peu de volonté. Parce qu'il y a ce qu'on appelle actuellement, on les appelle, bon, dans le temps c'était les scribes ou les scribes, actuellement les harkis de la plume ou les nègres de la plume. Et ce n'est pas, pas grave d'en avoir quelqu'un qui vous écrit. Mais c'est important de ne pas laisser échapper l'idée, l'anecdote ou l'histoire que vous avez. Et dans ces dernières années, pendant les années 70 et 80, un très très grand nombre de gens ayant eu de très grandes et de très très belles anecdotes sur Tlemcen sont décédés sans que personne ne les avoir couchés sur le papier. Donc maintenant, valoriser une ville, ce n'est pas seulement de l'architecture ou valoriser sa musique, c'est aussi valoriser les anecdotes, les anciennes anecdotes que nous connaissons tous, racontées par les grands-parents, par les parents et même par les voisins et par tous ceux que nous connaissons, même souvent au bureau. Et maintenant, vous allez me dire, est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ça peut se publier? Mais bien sûr, il y a beaucoup d'écrits que nous avons publiés ces dernières années sur souvent des futilités, je dis bien des futilités. Donc pourquoi pas ne pas écrire les anecdotes, par exemple, de la ville de Tlemcen? Il y en a, elles sont nombreuses. Et les gens, attention, il n'y a pas quelque chose qui va les distraire autant que les anecdotes. Ce n'est pas les livres d'histoire. Par exemple, je ne sais pas, un exposé bien fait, un livre bien ficelé, parce que nous avons affaire à... Les populations ont changé. Ce n'est plus l'homme lettré d'avant qui pouvait lire 400 pages, 500 pages. Moi, j'ai connu des gens qui lisent 400 pages. Actuellement, ça n'existe pas. Ça, il faut le dire. Un roman, ils vont le prononcer, ils vont le laisser. Donc, de petits fascicules, ne serait-ce rien que des chapitres, peuvent être très utiles. Et cela est à la portée de tout le monde. Seulement, les gens ne s'appliquent pas. Donc, nous savons, avec l'arrivée du smartphone et de toutes ces chaînes télévisées, c'est un peu difficile de se concentrer. Mais maintenant, cette œuvre et cette quête s'imposent. Sinon, nous allons obligatoirement perdre tout un patrimoine. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, pour une deuxième parenthèse lecture narrative, je suis toujours contente de vous faire découvrir la Médina. Je serai toujours et jamais assez contente de faire redécouvrir la Médina, mais cette fois-ci avec des textes extraits, des textes extraits de La Belle aux Derbes dormants, où je vous ferai découvrir Tlemcen en 1820 avec ses couleurs et ses formes du passé, ses odeurs du passé, dont on avait beaucoup entendu parler et dont on a beaucoup imaginé, quand on a beaucoup imaginé. Le premier texte s'appelle Les murs aveugles. Les murs aveugles renfermaient des secrets muets. Aussi, à l'intérieur des patios, il fallait faire le sourd dans
dans le monde de la fiction de l'Archouman, jusqu'à ce que le problème trouve un dénouement qui devrait contenter l'aîné de la famille. Jusqu'à ce que le problème trouve un dénouement qui devrait contenter l'aîné de la famille. Elle s'alignait haute sur des façades étroites, les maisons tlemceniennes, et coulait dedans les pognon pour des courbes des halik et des pigeons, sur la chaux blanche qui teinte le derb. Sur la chaux blanche qui teinte le derb, l'air large d'un peu plus d'1 mètre. S'accordait aussi le bruit des fantômes femmes enveloppées d'un blanc ivoire, pressant les pas dans des claquements de sabots. Et les voix d'hommes nettement plus bruyants. Avant d'arriver et d'engager l'espace commercial, il y eut comme son patent le trébuchement des verres de thé, des bâtons de jeu et la flûte s'appropriant des airs andalous. À côté, les maraîchers arrosaient d'eau les légumes et les fruits pendant que la chaleur s'annonçait torride à 11h du matin de 1820. La deuxième partie parle de Nefissa, une veuve tlemcenienne qui habite Enderbe en 1820. Alors, pourquoi 1820 je voudrais évoquer en 1800. Pourquoi avoir choisi 1820? C'est beaucoup plus vous faire part d'un imaginaire que j'ai eu par rapport à cette époque-là, avec ses couleurs et ses formes du passé. Filer à l'anglaise quand les autres couchaient, pour aller rejoindre les boréales de l'aube et les premières aurores matinales. Et plutôt aller gagner son pain. Baraka fête sitôt par quelques péripéties et des prières à moitié mâchées. Ils firent imaginer, pendant 1 mois, se prirent pour futer ces 2 hommes de la maison. Pacte d'engagement forcé, Bismillah. Vous nous ramenez le lait, la menthe avant, et puis Ar-Rahman Ar-Rahim, finissant enfin sa prière. Les recommandations devraient être exécutées dans les meilleurs temps avant que n'y quitte la maison, surtout là où dormait le 2/3 de la famille. Arrête de bouger, tourne la tête de l'autre côté. Les petits enfants sortaient des herbes aînées sous les bolabah. Yihamma, soupirait-il de sommeil forcé et d'ennui. C'est pour quand le lait? Les adultes, parfois, ne revenaient pas, car la mère gaspille, si généreuse envers les voisins pour troquer une bardeur de riz ou un secret. Aussi un bruit touré, comme les chats grelots qui fit la pluie torride de cet hiver 1820. Le père a laissé une grande fortune que la mère cache si bien. Dieu vous garde, mes fils, avait dit la mère ou grand-mère de 40 ans. Nefissé, avec un accent ottoman. Elle avait dorénavant un mari mort, 2 ânes, 2 fils et 3 filles, tous mariés, et une maison, 10 petits-enfants, dont une préférée, Hakima. Et une fois de plus, dans la continuité de leur port mort, les fils allaient façonner le cuivre dans leur magasin en plein Issalion. Alors maintenant, je cède l'expression à l'orchestre Halim, au groupe musical Halim Orchestra, et merci de m'avoir écouté. يا
تكون بعد محضر الزاني خذ كلام وفهمني الهضرة لو من عيدك رسوج رسوج الزاني لو من عيدك رسوج رسوج الزاني بدراري صدق محجورة إلى عشان شو أعطونا تحت فيك الخير وتحبيني
nous ouvrons le débat, c'est-à-dire nous avons fait cette modeste présentation et nous souhaitons être corrigés ou orientés par vos questions ou ce que vous avez à nous dire. Donc à vous l'honneur. Sans micro. Sans. Je demande. Sans micro, commence. Ma voix porte. C'est bon? Bien sûr, d'accord. Allez, monsieur Adel. Ah, c'est. Ah, madame. C'est pour plaisir. Je voudrais faire le lien entre votre thème, la spiritualité, et le thème, la Médina Cause, présenté par Madame Moujdi. Dia Bekri, je ne sais pas, madame, vous avez habité dans une maison traditionnelle? Vos parents ont habité dans une maison traditionnelle? Je n'ai jamais habité une maison traditionnelle. C'est comme ça avant de... Oui. Pour me situer par rapport à la Médina. Pardon? Pour me situer par rapport à la Médina. On m'entend bien dans vos portes? Oui. Oui. C'est fonctionnel, ce micro? Oui, alors, oui, allez-y, vous pouvez terminer votre Juste des fois je sors de Pocalan, je voulais savoir par curiosité si vos parents, si vous-même vous avez habité dans une maison traditionnelle, pas forcément dans la vieille Médina. Pour faire le lien, بكري كيدخل الدار الخطبه كان هذه الجويمه كاين الموضه يعني اسباس ان بيتيت اسباس للجويمه الجامع الجويمه بور لا فامي والجامع اليوم يقولوا له مسجد لا ديفورماسيون دو مسجد مشينا للجامع نقراو القران ما نقولش مسجد تمثال دونك جو فولي فير جوست هذا لو ليان entre Jouima ou le Jama. Jouima, c'est une salle de prière pour la famille. Jouima, tout à fait. Ou le Jama, c'est l'école coranique pour les enfants. Donc le lien. Vous voyez un peu le lien? Et pour faire un peu le lien avec la cause, vous avez évoqué le cavalier, le marié cavalier. J'aurais aimé Moulay Malik. Moulay Malik. Moulay Malik. Et d'ailleurs, quand vous avez évoqué le Moulay, le cavalier, enfin, le marié cavalier ou le cavalier non, la transition avec Salim, c'est bien ça. C'est Halim, pardon. C'est Halim, il y a Douayani, donc une belle transition. Hein, il y a Douayani de Ben Sahla. C'est une visite guidée à Tlemcen Drouba. Vous avez cité un prénom, Nafissa. Je pense, hein, des fois les écrivains, j'allais dire, faillent à la déontologie. S'il y a une déontologie dans ce sens, dans l'éthique. D'ailleurs, Mohamed Dib, dans son roman La Grande Maison, a cité une certaine Nadjar. En cherchant, et comme ma belle famille c'était Nadjar, j'ai fait ma petite enquête pour un peu confirmer si c'est vraiment. Et il a dit oui. C'est Nadjar, les cannes sont fabriquées, ça pardonne. Donc, certainement qu'il avait un faible. هو كان في درب غير منصور سيدي حامد. Il a vécu là-bas, enfin, il a grandi. Et puis les Nadjar, c'était Rahiba. On voit un peu le lien. Il a cité, je me suis dit, Nadjar, donc il a cité la vraie. Est-ce que vous avez cité une certaine Nafissa? Moi je peux vous répondre qui est de cette Nafissa. C'est Nafissa Btmred. C'est Btlouzin.
La Nefissa, elle avait existé en 1820. Bon. On a choisi le prénom, pardon, vous avez la parole, parce que j'ai choisi le prénom Nefissa avec la consonance R, à l'ottomane, avec un accent ottoman. C'est-à-dire pour marquer, pour faire, être dans la continuité de l'histoire, pour être la continuité de Et à propos de contexte, présence ottomane à Tlemcen. Vous savez, ces traces en ces temps-là. Ces traces étaient très présentes, très présentes. Justement, le contexte, ça compte beaucoup. À propos de contexte, 1820. 1820, mais les familles tlemceniennes qui يشربوا الحليب, le lait de vache, je ne sais pas, Moi, je n'ai pas évoqué le mot vache, l'animal vache. Il fallait bien m'entendre. Le lait, vous avez dit le lait. Le lait. ça ne peut être que le lait de vache. Ou le lait de chèvre. Oui, mais je ne sais pas, j'en doute. Hein. Il faudrait faire des recherches dans ce sens. On ne buvait pas de lait auparavant. C'est le café, c'est venu. Alors, un instant, je vais vous répondre. Je sais. C'est chaud. Moi, je vous connais bien et je suis en quelque sorte entre votre génération et celle de ces jeunes. C'est une initiative, chaud, c'est une initiative. Peut-être des gens après nous vont valoriser encore mieux Tlemcen. Ça, c'est une initiative pour valoriser le côté architectural de Tlemcen, parce que dans le roman de Madame Louchli, la mer mort, ça veut dire la mer moresque, il y a une valorisation, c'est vrai, de certaines pages de l'histoire de Tlemcen. Mais ça, c'est une initiative première. Nous souhaitons qu'il y ait une deuxième, une troisième, une quatrième. Et elle ne pourra, moi je le sais, comprendre la profondeur de votre question, mais toutefois c'est des questions qui se posent. Quant au mien, moi, mon roman il était intitulé Des origines et des sentiments. Moi aussi je parlais de Tlemcen, mais j'ai parlé de la psychologie d'un monde de Tlemcen. Parce que tout simplement, nous les deux, nous avons, moi et Madame Louchli, vécu, nous venons à peine de nous connaître il y a une semaine, nous avons vécu tous les deux hors Tlemcen. Et nous sommes revenus à Tlemcen des années par la suite. Donc peut-être que nous voyons mieux Tlemcen que ceux qui ont toujours vécu ici. C'est-à-dire ceux qui sont nés et grandis à Tlemcen. Donc ça c'est une petite initiative. Mais il y a aussi l'œuvre de M. Berly, qui est peut-être technique. Les anciens articles de M. Ben Ali Hassan. Donc, des questions pareilles, si compliquées que la vôtre, vous allez la poser à M. Ben Ali Hassan. Hein, laisse-nous tranquille, Justement, c'est à travers ce genre de questions qu'on valorise une œuvre. Très bien, très bien. Le chose, je voudrais juste un petit détail. Toujours dans le contexte, la maison traditionnelle. J'ai eu à visiter la maison de Farhat Jilali Rahmo, à Gagny. Je vais la visiter. J'ai remarqué un détail. La présence du baignoire. C'est des maisons traditionnelles. Ça n'existait pas avant, tout à fait. Mais j'y arrive. Bon, certainement que si Jilali Rahmo, ما كانش يدخل الحمام. Excusez donc mon raisonnement. Il ne fréquentait pas le bain-moire. C'était un enseignant. S'il ne fréquentait pas les bains-moires, ça veut dire qu'il avait des commodités, et loin. Donc, ça veut dire à l'instar des Européens. Une baignoire dans une maison traditionnelle. C'est un peu. Bon, cache la maison traditionnelle d'une baignoire. C'est le hammam à côté de la maison. يمشي يتوضا ولا يمشي يتحمم. Ça m'a poussé, ça m'a amené à poser la question suivante, Facebook, sur ma page, il y a 2 jours, et c'est une question qui paraît un peu bizarre pour certains. Quelle est cette question? Est-ce que les enseignants de la vieille génération fréquentaient le bain-moire? Ça pourrait paraître bizarre. Est-ce que les enseignants de la vieille génération, les années 20, les années 40, fréquentaient le bain-moire? Alors la question c'est une question à 2 mots et à 2 mots. Ok.
elle nous dépasse, nous sommes jeunes. Allez-y, reposez Ben Ali Hassan. Ou la Omar dit, ouais. Non, le monsieur. Alors, Le monsieur. si je peux me permettre. Oui. D'accord. D'abord, je vous remercie tous pour ce que vous nous avez présenté. Mais j'ai une petite question très simple. Bon, je ne vais pas être aussi long que Célène. Bon, voilà. Dans tous les gens qui ont eu l'occasion de faire des communications, on parlait de la Médina de Tlemcen. Certes, nous sommes tous attachés à cette Médina, mais il ne faut pas oublier une Médina qui est aussi importante que celle-là et qui n'est pas loin de Tlemcen. C'est celle de Sidi Boumediene, qui est aussi médiévale, je dis bien aussi médiévale que celle de la Médina de Tlemcen. Et qui, à un moment donné, M. Bouchner Khaled, qui est un grand expert de l'UNESCO, et qui était chargé de classer les monuments comme étant des monuments mondiaux. Alors, il avait proposé justement de classer Sidi Boumediene et Lemben comme étant un monument classé mondialement. Seulement, il a eu beaucoup de problèmes, je ne vais pas rentrer dans certains problèmes, parce que M. Bouchner, on a eu l'occasion d'assister à ses conférences ici à Tlemcen même, et il a donné les raisons pour lesquelles la Médina de Sidi Boumediene n'a pas été classée, mais qu'il a toujours une des raisons principales, et je vais m'arrêter là, c'est justement l'envahissement du Papin. Voyez-vous, mais qui reste toujours aussi importante et qui a son histoire. Et pour quelqu'un qui s'appelle M. Abou Bakr, je crois qu'il en connaît quelque chose. N'est-ce pas? Vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Et je vous remercie. Bon, à vous de faire maintenant. Génial, un instant. Je salue tout le monde, bonjour. Et c'est une bonne présence. Je salue Madame Oujdi aussi. Et M. Abou Bakr Abdelchimik, qui est quand même un monsieur de savoir et qui est aussi mon frangin. Je salue aussi l'artiste Halim pour votre présence et toute cette présence. Je suis là aussi, moi c'est le frangin Thierry, je suis un artiste aussi peintre. Je tiens à faire passer un message à toute la population de Tlemcen qui est une ville très historique, et c'est-à-dire à titre de rappel qu'elle est classée en 2012 la ville la plus civilisée dans le monde arabe, c'est-à-dire par ses traditions, par sa cuisine, par son histoire. Et je vois que maintenant, on a quand même perdu ces qualités de nos traditions. Par exemple, on ne voit plus de haïk, et je vois que certains gens ramènent des trucs d'une autre civilisation qui n'est pas la nôtre, et elle ne ressemble pas c'est-à-dire à la ville de Tlemcen. C'est-à-dire, je ne touche pas que les femmes, même les hommes. On a quand même la jilaba de Tlemcen, on a le barra de Tlemcen. Et ça m'a fait plaisir quand c'est-à-dire l'artiste monsieur Qaissina qui rentre avec bien sûr de la posture, ça fait plaisir, c'est un patrimoine, c'est une identité de Tlemcen. Donc je lance un rappel SOS de bien préserver nos traditions qui sont très riches dans tout, dans la culture, dans le langage, c'est-à-dire le dialecte, la cuisine, l'habillement, et je vois bien qu'on a perdu tout cela, c'est-à-dire on est devenu une ville qui n'a pas d'identité, et en quelque sorte elle ne ressemble à, elle n'a plus le cachet vrai tlemcenien. Donc c'est à nous bien sûr maintenant de préserver nos traditions, et c'est-à-dire de revenir à nos aïeux. Je vous remercie monsieur, c'est vrai que Tlemcen, c'est-à-dire le mausolée de Sidi Boumediene, actuellement il est classé dans le patrimoine de l'UNESCO, au Marouf Alamine, j'ai vu dans des pays qui sont loin de Tlemcen, mais ils le connaissent très bien, bien sûr, par son histoire. Il n'est pas classé mondialement. Si, monsieur. Nationalement. Non, Marouf, ça veut rien dire. Non, c'est-à-dire, après, c'est-à-dire l'époque de Bouteflika, il a quand même pu donner une certaine identité à la ville de Tlemcen, par Sidi Boumediene, par aussi le palais de Mechouak et par l'histoire de Tlemcen, qui elle-même, c'est elle qui impose son histoire. C'est-à-dire, on n'a pas à voir que des gens d'autres qui viennent d'ailleurs, qui donnent ou qui déterminent l'histoire de Tlemcen. Voilà. Et je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup.
Alors, en réponse à M. Kay, chacun raconte Tlemcen à sa façon. Et moi, étant une rêveuse invétérée, pas ancrée dans l'histoire qu'on vous, je l'ai raconté à ma manière. J'ai raconté tout ce que je ressentais par rapport à Tlemcen. Et je voulais mettre en avant et en exergue surtout cette Tlemcen spirituelle. Cette Tlemcen au féminin. Spirituelle au féminin. Et dans le spectre toujours de ce qu'on m'avait raconté, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu et m'éveille. Voilà. Alors, je reste toujours ouverte aux critiques, à vos critiques, pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Et ce qui est important pour moi, c'était faire un appel à tous les Tlemceniens pour renouer avec, faire renaître Tlemcen, plutôt la Médina de Tlemcen, de ses centres, parce que en faisant renaître Tlemcen de ses centres, on revit tous plus d'âme et on sera plus Tlemcenien que plus fiers de notre Tlemcen. Voilà, c'était l'appel que je voulais faire avancer pendant cet après-midi. كما يذكر في اللغة في التاريخ اللغوي أن كل مدينة تكبر تسرى بسكانها، يعني مهما كانت الظروف مهما كان الزمن. Un écrivain, lorsqu'il présente un document, un roman, il faudrait qu'il soit, je par la même occasion, je salue l'autrice Hind, qui est non seulement elle a une formation de base qui est un chimiste. Vous savez, un chimiste, il doit composer avec tous les matériaux qui puissent exister dans la nature. Donc un chimiste, s'il est écrivain, donc, il va penser de manière chimique. Hein? Il va transformer ce qui est matériel en quelque chose d'immatériel. C'est très sympa pour l'oral, dans la conception de la philosophie de l'histoire. Donc il y a une remarque que je devrais faire par rapport à propos de Sidi Boumedienne, الغوث الوالي صالح الصوفي الذي شارك في حرب فلسطين مع سيدنا صلاح الدين الايوبي، ويذكر انه كان من معالم، يعني سيدي بومدين ما كانش الا صوفي، كان عالما في الفقه، في الادب، في اللغه، في القران. وكما تعلمون ان الامير عبد القادر كذلك رحمه الله البطل الذي اسس الدوله، اول دوله الجزائريه، قنن الهيئات لما يسمى كي تسمى دولة بهيئتها ومصالحها والعسكرية والمدنية. إذن كان في نفس الخط الذي كان فيه سيدي بومدين الغوث، يعني هو كذلك كان صوفيا. الذين درسوا وقرأوا مغابلي هند الدوكيمون تاع أمير عبد القادر les actes français, traduction. الكتاب تاع أمير عبد القادر. المهم يتحدث على المواقف. بارك الله فيك. J'ai complètement oublié son titre. المواقف. Donc Sidi Boumedienne, c'est un faubourg qui a été reconnu intimement par l'UNESCO. Je connais le professeur de l'UNESCO, c'est le professeur Prophète Hamoud, qui est mustachar de Wazir Awal, avec qui j'ai discuté à propos de Tlemcen. Il a été reconnu du fait que Ibn Khaldoun a transité par ce faubourg. Et quand on parle de Ibn Khaldoun, ça veut dire que c'est quand même Ba'lam. C'est le père de la sociologie moderne. Ibn Khaldoun, qui a vécu, et Frenda, qui a vécu du côté de Sidi Boumedienne, du faubourg de Sidi Boumedienne. Donc, comme vous le savez, Sidi Boumedienne n'a pas été à Tlemcen, n'a pas vécu à Tlemcen. Il a transité à Tlemcen, كان عنده العائلة تاعو في فاس، donc il devait transiter lorsque كان في شجار مع الملك تاع الجزائر،
il a appris ses disciples, ou bien du côté de Tarbelet, c'est là où الموت شدته نعم راح الموت الى تيترانسفورمي قال لهم هذاك السيد بومدين قال لهم هذاك الجبل تما تدفنوني ايا هما تسمع donc une question que je pose par rapport à la civilisation andalouse. Là, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, bien que je suis de formation économiste. Je suis artiste en même temps. Je fais de l'art, du dessin, de la musique. Quelqu'un, un étranger, un français, de souche, m'a posé la question suivante. Comment se fait-il que on a attendu jusqu'à 1380, jusqu'à 1492, pour que la puissance arabo-islamique soit illuminée في الأندلس إشبيلية ولا قرطبة. قال لي علاش هذه الفكرة؟ قال لي علاش هذه الحضارة ما كانتش في مكة ولا في العاصمة تاع قسطنطين ولا في تلمسان ولا. Est-ce que vous avez saisi la question? Pourquoi cette civilisation n'a pas été à l'origine en Afrique du Nord, في المشرق, Syria, عند الفينيقيين إلى غير ذلك. Comment lui répondre? Là, c'est une suite, la civilisation, c'est une suite d'événements. Barakallah. Merci. Je disais quand c'est nous qui écrivons notre histoire, c'est autre chose. Je voulais aussi faire un petit commentaire à l'Awliya Salihin. Quand vous en avez parlé, je vous ai dit que peut-être, je ne suis pas anthropologue, hein, mais quand certains descendent du prophète, je suis contre cette idée. Par la simple raisonnement, je pense que l'Awliya Salihin était. Je ne nie pas Awliya Salihin, je ne nie pas le fait que c'était ulama, mais leur mission a été détournée par l'esprit colonial. Parce que l'esprit colonial, quand on cherche à coloniser, c'est-à-dire qu'on cherche à ce que la personne colonisée pense qu'elle est inférieure. Et en général, la personne colonisée, quand elle pense qu'elle est inférieure, elle essaie d'imiter le colon. Les colons avaient des seins. Et donc, le peuple aussi voulait avoir ses propres seins. Donc, l'Awliya Salihin, certes, c'était des gens ulama, kurama, mais ça a été transformé alors que dans l'islam, il y a Allah, wahid, on ne va pas darih ou talab une personne. C'est ça. Réellement, ils étaient contre le colonialisme. Non, parce que c'est avec Krimsen, on a perdu ça. Mais si vous avez affaire, il y a deux grandes facultés de l'islam. Il y a c'est-à-dire l'explication des contextes coraniques, et c'est-à-dire le Coran. Elle est très importante aussi, ce qu'on appelle, c'est-à-dire elle n'est pas très connue, ça peut être avec celle qui est maintenant très renommée. Mais ce que je dis, c'est que c'est important de le connaître, mais réellement il est bien. C'est-à-dire à l'époque, les gens, ils étaient contre le Coran, même ici à Tlemcen. Il y avait des familles qui étaient contre le Coran. Parce que je fais le Coran, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des noms avec l'œuvre de Taïa. C'est-à-dire quand il a maîtrisé les noms de Taïa, c'est-à-dire la sécurité, ce qu'il y a de réellement, ils étaient contre le Coran. Moi, je ne nie pas leurs œuvres. Je ne crois pas que moi, ils auraient aimé voir des gens venir à mettre des chandelles, dire Yassidi Boumedi, c'est ce que faisait. Non, ce qu'on appelle avec madame, c'est autre chose. Et dans les villages, ils construisent des tout ça pour dire que les Awliya Salihin n'étaient pas tous descendants. Enfin, je crois. Il faut discuter hors sujet, c'est hors sujet. C'est hors sujet. Très bien. On n'est pas venu pour. Bien reçu, madame. Ok. Bien reçu. Fadal, c'est Habib. Merci beaucoup. Je m'adresse à Madame Hind. On dit souvent que l'écrivain choisit une mélodie dans ses écrits et dans le récit des événements. Est-ce que
est-ce qu'on peut trouver une inspiration de la musique andalouse ou hawfi dans l'œuvre de Hind Oujdi? Et est-ce que vous utilisez ces mélodies dans vos œuvres? Merci. Alors, le roman était alimenté en beaucoup de bases architecturales et musicales. Et comme vous dites, je reprends ce que vous dites, cette résonance, cette musicalité me guidait vers les mots. Et en fonction de cette musicalité, je brodais en quelque sorte, je composais une musique. Et c'était un hymne, un appel par rapport dans la parallèle de cette spiritualité tlemcenienne, l'aura, que renvoie l'aura tlemcenienne. Oui, merci. Alors, cette musicalité était andalouse par excellence et elle répondait à un certain état d'esprit, un état d'âme très spirituel. C'était en fonction du moment de l'écriture. C'est comme si j'avais été guidée et dans la mission de faire ressortir, mettre en valeur la Médina. Voilà. نشكر هذه اللوحة الفنية التي تذكرنا بأيام الأندلس، خاصة أن محاضرة الإبداع قد جمعت بين الفن والعلم والثقافة والتاريخ، وبهذا الإخراج الرائع أشكركم جزيل الشكر وأشكر القائمين على هذا. مداخلتي هي كالتالي: أن هذه الجمالية ناتجة عن روحانية، والروحانية هي التي أنتجت ذلك السلوك الذي أنتج الجمال الذي أصبح الآن هو أصبح مرجعا يضرب به المثل. في الجزائر كي تقول تلمسان يقول لك باللي الحضارة، يقول لك باللي العلم، يقول لك باللي الجمالية. جمالية الروح هي التي جسدت في ثروة الإنسان وجمال الإنسان وثقافة الإنسان وحضارته. وهذه الجمالية لا يمكن أن تكون إلا إذا كانت من خلال رجالات اللي يسموهم هم الذين أسسوا لهذه الرجالات. من هذه الرجالات أذكر بعض الرجالات المحفورين في التاريخ أو الرجالات المهمشين في التاريخ، منهم سيدي سليمان بن عبد الله الكامل، ابن الحسن المثنى، ابن الحسن السد، دفين عين الحوت، وهو أخ شقيق لإدريس الأكبر. وللعلم ولأصحاب التاريخ أن إدريس الأكبر أول ظهور له ليس في فاس وإنما في تلمسان، يوم دشن المسجد الكبير اللي يسموه المسجد الكبير هنا المسجد الكبير الذي اختطه إدريس الأكبر في أكادير مدينة الجيزة. ثم هناك بعض الرجالات الذي لم يذكرهم التاريخ كثيرا، هو سيدي بن نصر، سيدي الدولي بن نصر. سيدي الدولي بن نصر هذا فاق أول من شرح صحيح البخاري قرنين قبل ابن حجر العسقلاني، وكتاباته لما تتصفح كتاب ابن حجر العسقلاني تقول كما قال شيخي بن نصر. لكن مع الاسف الشديد ان كل هذه الكتابات قد غيبها يا اما الاستعمار يا اما بايدي يعني مقصوده او غير مقصوده، واصبحنا لنا عقده الشرق. نحن الذين صدرنا الحضاره ونحن الذين بنينا الاندلس اصبحنا نحن مستوردين ومستهلكين لحضارات من الشرق والغرب. فاقول للاستاذ سؤالي هو كيف يمكننا نحن في هذا الظرف التي تعاني فيه مدينة تلمسان من كل نكباتها، كيف يمكننا إعادة بعث هذه الحضارة لجميع مستوياتها الفنية والثقافية إلى آخره. أشكركم وأنا أشكركم جزيل الشكر على هذا المشاركة. شكرا. صحيح سيدي على كل حال
يحيى طرح سؤال باللغه العربيه دونك نجاوبوه بالاحترام لهم نجاوبوه باللغه العربيه. هذه غير مبادره بسيطه. كانت القائمه عليه هي السيده الوجدي، والاوجه اللي حبوا يبعثوا بها هذا الخط مختلفه. راهي في العمران وراهي في امور كثيره بزاف في ديفيرون دومين. الوغ moi, اسمعني والله ماشي نهضر معك بالعربيه je vais quand même faire un charabia en français et en arabe. Certaines instances qui sont ici à Tlemcen, par exemple l'instance de par exemple ce siège où nous sommes, hein, c'est une institution. Elle a toujours été ouverte par son directeur. Ça c'est déjà un plus. Ça c'est déjà un plus. Moi j'ai vécu dans la région oranaise où il n'y avait pas un site pareil. Il y avait un petit site où un directeur ne permettait pas toutes les activités. Donc, ça c'est la première. La seconde, c'est Tarshawi, le Mektab Tatarou et l'activité qu'il fait hebdomadaire. Nous, pour présenter, pour préparer cela, on a suivi. Moi, je me demande, le directeur qui m'a, monsieur Tarshawi ou là, monsieur Mirawi, il se prépare à chaque fois, ne serait-ce rien que pour préparer un costume ou pour les réceptions. Donc l'assise, moi il me semble qu'elle existe déjà. Nous devrions aussi souligner quelque chose. Monsieur Ben Ali Hassan dans ses écrits, récemment le Wali Wafaq Aliha, et à savoir la restauration dans la région de Bebzir pour tous ceux qui ont de très très grands sentiments à l'urbanisme de Tlemcen et tout, quand même jette. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. L'assise, pour moi déjà elle existe, c'est-à-dire moi il me semble que ce que je dis n'est pas plus important que les questions apportées par les gens et par les directives par les gens. C'est-à-dire là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a très très bien expliqué cela. ربا حامل فقه لمن هو أفقه منه وربا حامل فقه ليس بفقيه. Nous avons, on va expliquer cela. Le prophète a dit qu'il se peut que quelqu'un va ramener une idée dont il n'est pas connaisseur. Et il se peut que quelqu'un ramène une idée à des gens qui sont plus connaisseurs que lui dans l'idée. Donc alors, l'assise, M. Mirawi, ou M. Tarshawi, ou M. Adel, qui attaque le siège, c'est déjà quelque chose. Deux, les participants qui peuvent être spécialistes. Notre œuvre, nous sommes des sentimentaux. Madame Rouchdi, nous avons vécu à Oran, voilà, tous les deux. Nous avons tant entendu parler de Tlemcen. Et moi j'ai voyagé un peu partout au Jazer, acheté un peu partout, un peu à Thiers, à Alger, et j'ai constaté que les gens prêtaient attention sérieusement à la ville de Tlemcen, à notre accent, etc. Quoique moi je parle très très bien l'oranais. Et un jour, dans un restaurant, j'ai dit à quelqu'un, alors rien que le mot mleh m'a trahi, parce qu'à Oran on dit mleh. Et il a commencé à chercher, parce que moi je parle très très bien l'oranerie. Et ce mot m'a trahi, ils ont su que je suis de Tlemcen. Donc c'est une particularité. L'assise, depuis 2011, a été faite. Maintenant, au travail, notre intervention, elle est modeste, elle est simple. Il y a des architectes qui sont là, qui peuvent mieux en parler, mieux donner des directives, et quelques historiens, mais les architectes le plus simples. Parce que restaurer... Et comment restaurer, et qu'est-ce qu'il faut restaurer, et qu'est-ce qu'il faut aussi détruire, parce que certains sites, on ne peut pas les restaurer. Les gens, quand je vais ouvrir une parenthèse, quand ils parlent de Paris, comment elle a été restaurée par le Corbusier et tout, le Corbusier a exigé la destruction, la démolition de pas mal de quartiers. Et ils n'ont pas refusé, et on ne peut pas arranger les choses sans démolition. Et nous sommes contre les démolitions. Nous sommes contre. Souvent, la démolition est une... Donc voilà, alors cette modeste intervention que nous souhaitons qu'elle soit une torche, un début, et qu'il y aura autre chose, et je souhaite que ce soit par des spécialistes, un coach, je ne sais pas, des architectes qualifiés qui vont parler de sujet, ou là des gens à l'urbanisme, ou là des travaux publics, ou là, ce sera mieux.
Et je souhaite répondre à la dame qui a parlé à l'Awliya Salihin. Oui, ils ne sont pas tous descendants du prophète. Et les descendants du prophète, il y a certains problèmes, comment les déterminer et tout. Et il ne s'agit pas de faire l'éloge de ces gens-là. Il ne s'agit pas de... Mais moi, j'ai oublié de me présenter. Je ne suis pas docteur en médecine humaine, je suis médecin vétérinaire. J'ai vécu avec les paysans. J'ai vécu avec les paysans. Et croyez-moi, les paysans de toute cette oranie-là cherchent que quelqu'un qui travaille avec eux soit un descendant du prophète. Et ils savent pourquoi. Moi, je ne le dis pas, moi, je n'aime même pas. C'est-à-dire, parce que les Abou Bakr se préconisent descendants du prophète, ils en ont des preuves. Ils en ont des preuves et tout. Des preuves que, croyez-moi, ils ne veulent pas les montrer. Et je vais quand même dénoncer l'un d'eux qui possède l'arbre généalogique authentique d'environ, qui a selon certains spécialistes, un commissaire-priseur, comme on les appelle, les commissaires-priseurs, ceux qui peuvent déterminer l'âge d'un objet historique entre 4 et 6 siècles. Le monsieur qui a un petit-fils du Qadi Shaib, un dernier petit-fils du Qadi Shaib, le fameux Qadi du Khamsen, n'aime même pas l'exhiber. Il n'aime pas l'exhiber, il est authentique. Et le papier est d'une importance capitale, c'est-à-dire sur papyrus, en le dépliant, il fait environ ma hauteur. Donc ce n'est pas nécessaire. Par contre, ce qui est nécessaire, la Médina, oui. La Médina et ce couloir où elle est dessinée, l'urbanisme, quoi. L'urbanisme, oui. L'urbanisme, c'est plus important que... Bon, quant au saint, elle a raison, la dame qui a parlé que même les chrétiens ont leur saint. Saint-André, Saint-Antoine, Saint-Pierre, ça c'est vrai. Bon, maintenant, moi, personnellement, je n'aime pas trop souligner ce point. Bon, il n'est pas inutile, il relève de l'histoire. Mais il y a plus important. Nous pouvons nous intéresser à des trucs plus importants. Donc, voilà. Je souhaite que maintenant on passe à l'action, c'est-à-dire redorer l'image de la ville, restaurer la Médina et laisser nos ancêtres dormir tranquilles. Voilà, c'est un message concis et précis de ce que je souhaite pour Tlemcen. Et à nous de mettre la main dans la main pour concrétiser tout ça. Rien à dire. C'est une affaire d'architectes et des gens de l'urbanisme. Ils sont assez qualifiés, ils sont nombreux. Il y a assez de bureaux d'études qui peuvent prendre la chose en question et en œuvre, et ils peuvent résoudre ces problèmes, peuvent être résolus. Mais chez Hajjassaïd, ce qui a restauré peut être restauré, ce qui a démolir, il faut le démolir. Tout en respectant bien sûr les sensibilités des gens, parce que ça c'est vrai, l'attachement de quelqu'un à une pierre, ça existe depuis la nuit des temps. Bonsoir tout le monde. En fait, j'aimerais bien poser une question à l'autrice. Vous avez vraiment insisté sur l'idée que Tlemcen doit renaître de ses cendres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez dit ça? Tlemcen doit renaître de ses cendres parce que Tlemcen tombe en ruine. En ruine. Sa Médina tombe en ruine et puis ses attributs n'ont pas été des attributs historiques, très intrinsèques, très colorés à Tlemcen, n'ont pas été assez mis en avant par nous. Et il est temps de faire mettre en avant Tlemcen pour qu'elle ne tombe pas dans l'oubli, moi je propose qu'on multiplie cette Tlemcen pour intéresser tous les Tlemceniens. Commencer par mythifier pour intéresser et ensuite passer par l'action. Il nous faut cette action, reconstruire Tlemcen dans tous ces spectres architecturaux, spectres de valeurs spirituelles et autres, culturelles et autres. Donc vous pensez qu'à Tlemcen, tout est mort? Pas tout est mort, mais beaucoup de choses tombent en ruine. Les valeurs, sa Médina, et je m'inquiète pour ça. Je pense que nombreux sont qui s'inquiètent pour cette désétude de Tlemcen.
Vous pouvez parler son micro, il n'y a aucun problème. Si quelqu'un veut prendre la parole. Moi, je vous rappelle toujours que ce n'est qu'une modeste festivité, mais je souhaite qu'il y aura une deuxième, une troisième, une quatrième par les différents spécialistes qui existent. Du moment que vous avez l'aval de monsieur le directeur et des instances, et il faut que les gens pensent. Allez-y, sans micro, allez-y. Plus rien à dire. Personne. Tout le monde a tout dit. L'autocensure. Autocensure. Inutile, allez-y. أتكلم. À propos de particularité, je dirais spécificité. C'est un détail, hein. Je ne suis pas là pour affiner qui que ce soit ou là, jouer au polémisme, hein, mais quand quelque chose me dérange, le décor, quand je vois le décor, Ça c'est une chose qui te dérange. Attention, il ne faut pas. Des détails, quels détails, pour moi, ce n'est pas un détail. Quand je vois le mandol, je me pose la question, que vient faire un mandolin? Là, on n'a pas de mandol à Tlemcen. On a le kouitra, on a le rbab, on a le kamanja, on n'a pas de mandol. Qu'est-ce que vient faire un mandol sur ça? Aïe, les حب يفهمني يفهم يعطيني la réponse. Très bien, parce que c'est votre ami, le chanteur Sahbo, celui qui a posé la question, c'est Adel Sahbo. Là, quand je pose la question, je n'ai pas d'avis. Très bien, ah bon, d'accord, ok. Non, parce qu'aujourd'hui, la musique andalouse va prendre qui mène qu'un tabac il y a longtemps. Comme a dit M. On n'accepte pas dans le groupe, à part le bel ou le kouitra, ou le drbouka ou le tal, في الجو. Maintenant, vu la technologie, وعصر السرعة, on a harmonisé maintenant toute musique. دخلنا البيانو, دخلنا l'orgue, دخلنا les instruments, même la batterie, même les instruments. Donc, ce qui fait que le mandol, ou bien il va l'utiliser, ou la comme décor. C'est tout aussi. Parce que le symbole تاعها c'est le mandol, غنيو بها الشعبي. Et aujourd'hui maintenant, كاين les frais تاعها les frais. On a fait le quart de temps. Parce que d'habitude, le mandol, elle va de temps, demi-temps. Maintenant, نحاولها نباهر وخلاوهم يخدموا بها même tout genre de musique. الشرقي إلى آخره. Donc, هذا هي ce que je peux vous dire. Merci. Très bien. Voilà, nous avons bénéficié de notre chère expertise. C'est sans besoin de l'expertise, oui. Et oui, c'est bon. Donc voilà, nous vous remercions de votre chemin. C'est une initiative que je souhaite qu'elle va éclairer votre groupe et qui va être, Inch'Allah, très prochainement ici pour nous. Manish, ils vont continuer le sujet d'Ala, Manish, il n'y a aucun problème. Ou s'il va y avoir un autre sujet. Et le directeur est là, il vous entend. Ouais, c'est ma fille comme. كونتاكتمون وصلوا كاين بزاف انا منهم نسيو نعرفوا نحاولوا الناس كيش كانت تلمسان الهضره صحيح نقولوا لهم بالغنى ولا نمشيو مثلا كلمات في انستغرام ونديرو لونسي مدينه وبزاف قالوا لي نتماجيو معاك ونشوفوا. On a eu la chance de s'appuyer des bagages, donc je suis dans l'architecture de ça. Donc, nous avons fait un certain nombre de choses.
C'est pour ça, madame, je vous ai dit, je trouve que Tlemcen doit renaître de ses cendres, c'est un peu fort, comme dit. Personnellement, je le pense. Parce que si on prend exemple des mariages, on retrouve vraiment des traditions. Si vous allez voir l'aslam, il y a beaucoup d'enfants qui apprennent. Voilà, les parents tlemceniens, ils insistent sur leurs enfants pour perpétuer justement. C'est vrai que la musique, elle est restée très présente à Tlemcen. Elle a beaucoup avancé, beaucoup amélioré. Mais il y a d'autres spectres qui n'ont pas vu. Comme par exemple le théâtre. Il n'y a plus de théâtre à Tlemcen. Le théâtre qui parlerait de Tlemcen. Madame, le cinéma. C'est pour ça que je dis il faut faire remettre Tlemcen avec d'autres arts, d'autres manières, pas que la musique, pas que l'habillement. Mais le cinéma, là, qu'est-ce que vous voulez dire par le cinéma? Il n'a pas existé avant. Il y avait le théâtre. C'est pas vrai. Madame, avant les Tlemceniens, c'était. Il y avait un ballet et ce ballet n'existe plus. Ce théâtre. Voilà, c'était la musique surtout, madame. C'était pas cinéma ni théâtre. C'était même mal vu de faire du théâtre. Habillement traditionnel. Il faut qu'on aille un peu plus dans la variété et dans les années 20, les années 30, c'était très mal vu de faire du théâtre. يحبوا يخرجوا من تلمسان باسكو كانوا كيشغل بوغ رائده بزاف بوغ كلشي مات بكري كان كاين لي سبيكتاكل بلوس لي سواري ميوزيكال بلوس الوقت ما بقاش خطره الناس يدخلوا تلمسان شي وهران غير وهران surtout les jeunes c'est mal vu. Déjà chanter, c'est mal vu. Voilà. Avant chanter, c'était mal vu, surtout pour une fille ou pour une dame. Un facteur culturel très important. Peut-être qu'il faudrait le relancer ou le ressusciter. C'est le choix des prénoms. Quand peut-être un Nafisa. Dans la vente et dédicace de son livre, allez-y, lui poser cette question-là, elle va vous répondre à ça. Je remercie tout le monde, tous ceux qui ont participé, qui nous ont entendus. Et nous remercions Simeraoui pour nous avoir permis cette rencontre.